Alors, le livre. Et sans le livre, ça marchera pas. À côté de la fusée. Bah la fusée? Oui, la fusée. D'habitude, il y a une fusée ici, on est d'accord? Ma fusée rouge de Tintin, rarissime. Ah, on me l'a piqué. C'est évident. Attendez, petit contrôle. Non, on me l'a piqué. Donc, alors, détective. Déménageur. Débile. Détective. Le premier. John Frank Border. 49, 54, 54, 78. Ouais. Allô? Oui, John Frank Border, enquête et filature en tout genre, j'écoute. Allô? Oui, c'est Jean-François Bordier. Oui, on vient de me piquer une fusée rarissime. J'y tiens beaucoup, une œuvre d'art. Ouais, je vois, monsieur Bordier. Et tout le monde a des problèmes, je sais bien. Mais ne vous en faites pas, on arrive toujours à trouver une solution, hein. Allez, donnez-moi votre adresse. Alors, appartement Atome Crochu, rue des Sciences. Ne vous en faites pas, monsieur Bordier. Vous ne pouvez pas tomber entre meilleures mains. Je m'occupe de tout. Bon, oui, écoutez, je dois m'absenter quelques instants. Je vous laisse les clés sous le paillasson, d'accord? On fait comme ça, hein. Je vous laisse faire. Je compte sur vous. J'espère qu'il est bon. Et que le voleur a laissé quelques empreintes. Hein? Ouais, ça va l'aider. Les empreintes, vous savez ce que c'est? Ce qu'on a sur les doigts, les traits des doigts. C'est des traits qu'on a sur les mains. C'est les marques des mains ou de la peau. Les empreintes digitales sont les empreintes de la main. Très très bien. Mais à quoi servent ces sillons qui sont situés sous nos doigts et qu'on appelle les empreintes? En fait, les empreintes permettent d'attraper plus facilement les objets. Ce ne serait pas le cas si sous nos doigts c'était complètement lisse. Ça marcherait beaucoup moins bien. Quand on touche une surface lisse et dure, on laisse une empreinte qui est en fait une trace de sueur un petit peu grasse. Cette sueur permet une meilleure adhérence sur l'objet. On peut dire en quelque sorte que ça se colle un petit peu. Saviez-vous qu'il n'y a qu'une chance sur plusieurs milliards pour que deux personnes possèdent les mêmes empreintes digitales? On peut donc affirmer que chacun de nous possède ses propres empreintes. Ouais. C'est pour cela qu'on relève les empreintes lors d'enquêtes et qu'elles constituent une méthode d'identification très sûre. Bon, ça m'arrange pas quand même. J'espère qu'on va trouver des empreintes ici. J'ai mon rendez-vous, je vous laisse. Ah. C'est donc ici qu'a eu lieu le vol. Ah! On ne me la fait pas. Le voleur a évidemment laissé des empreintes. Il me suffit maintenant de les récolter, car les empreintes se récoltent. À condition de savoir comment faire. Une fois qu'on a localisé les empreintes, on utilise tout simplement du talc. On saupoudre la surface où les empreintes sont, ou alors où on pense qu'elles peuvent se trouver. Comme ceci. Voilà. On élimine un petit peu. Voilà. Et elles apparaissent nettement ici, ici, ici. Ah bah il a été généreux, tiens. On prend ensuite un petit morceau de scotch que l'on dépose sur l'une d'entre elles. On appuie, pas trop fort. Et on enlève. Très bien. On n'a plus qu'à déposer pour bien la faire apparaître en évidence le morceau de ruban adhésif avec l'empreinte sur une plaque sombre. Voilà. L'empreinte est ici. Très bien. Je retourne au bureau pour comparer tout ça avec ma collection personnelle. Cette affaire me semble bien plus compliquée à résoudre que prévu. Il faut dire que aucune des empreintes trouvées sur le lieu du vol ne correspond à celle contenue dans mon fichier électronique.
Là-dedans, dans le fichier électronique, j'ai toutes les empreintes des suspects potentiels, évidemment. C'est un peu grâce à lui, je dis un peu, parce que beaucoup grâce à moi, quand même, que j'ai réussi à résoudre la fameuse affaire du tableau volé. Hein, l'affaire du tableau volé. Vous n'en souvenez pas? Une sacrée affaire. À l'époque, je n'étais pas encore détective privé à mon compte, comme aujourd'hui. Non, j'étais plutôt dans ce qu'on pourrait appeler la gendarmerie scientifique, oui. Jojo, le collectionneur, avait décidé de s'emparer d'un des plus beaux tableaux du baron de Sainte-Croce. Il avait tout minuté. Profitant d'une absence du baron, il s'était introduit dans le manoir en brisant une vitre. Puis, il s'était précipité vers l'alarme pour la neutraliser à l'aide d'un sac plastique. Voilà. Il ne lui restait plus qu'à dérober le tableau et à s'enfuir sur l'échafaud de roue. Dès que le vol avait été découvert, avec mes collègues gendarmes scientifiques, nous avions accouru sans perdre une minute. Première étape, s'équiper de combinaisons, de gants, de chaussons pour éviter de maculer les pistes laissées par notre cambrioleur. Voilà, nous étions fin prêts pour la recherche des indices. Un éclairage au laser nous avait permis de trouver des empreintes. Le sac en plastique en recelait énormément. Au labo, on l'avait enduit d'une sorte de super-glue, puis d'un produit luminescent. Pour voir les empreintes, il nous avait suffi de les éclairer à la lumière ultraviolette. Damned! C'étaient les empreintes du baron qui se trouvaient sur le sac. Mais l'enquête n'était pas finie. Par chance, notre cambrioleur s'était coupé en brisant la vitre. Compte tenu de l'immense valeur du tableau, il avait été décidé de procéder à une analyse génétique, c'est-à-dire une analyse d'ADN. L'assemblage moléculaire propre à chaque individu est présent dans toutes les cellules. Nous avions comparé l'ADN de Jojo et celui du sang trouvé sur le lieu du délit. Ils étaient identiques. Nous nous étions aussi penchés sur une trace de pneu. À partir d'un plâtre effectué sur place, nous avions recherché le type de pneu correspondant. Nous avions aussi grossi certains détails pour détecter les caractéristiques propres aux pneus. Banco! Il n'y avait aucun doute. Les empreintes du pneu trouvées sur le lieu du délit correspondaient parfaitement aux pneus de la voiture de Jojo. Nos conclusions, bien sûr, ne constituaient pas des preuves absolues, mais elles avaient apporté à la justice des éléments d'information complémentaires et capitales. Entre-temps, le tableau avait été retrouvé chez Jojo et il avait avoué. Cette affaire avait été rondement menée, je dois dire. Ah, on formait une sacrée équipe. Eh oui, c'était le bon temps. Bon, jetez un coup d'œil à mon courrier. Vous savez ce que c'est la vie de détective? On n'a jamais le temps de lire son courrier. Alors, ça c'est quoi? Pizza, livraison, oh, plus tard. Ah, je reconnais bien là son style. C'est une lettre de mon copain Néné. Un peu détective comme moi. Je l'ai mis sur le coup pour l'histoire de la fusée volée. Faut dire qu'avec Néné, on a pris une drôle d'habitude depuis quelques années. On s'écrit d'une manière un petit peu spéciale. Rien ici, rien ici, rien ici, rien ici, en apparence une feuille blanche. On utilise l'encre invisible, qu'on appelle aussi l'encre sympathique. Technique de détective. Je vois. Vous voulez que je vous mette dans la confidence ? C'est très simple. Pour s'écrire à l'encre invisible, il suffit d'utiliser du jus de citron. Là-dedans, j'ai du jus de citron. Je prends une feuille blanche et j'inscris le texte. Comme ceci. Hop. J'ai mes lettres que je trace bien. Avouez que c'est simple quand même. Une fois que le texte est terminé, je l'envoie au destinataire. Quand on veut révéler le texte, facile, il suffit d'être équipé d'une bougie. La bougie va faire apparaître le texte. Très simple. En apparence, effectivement, pour vous, il n'y a rien. Mais si on passe la main, on sent du côté où on a déposé le jus de citron qu'il y a quand même un petit peu quelque chose en surface, d'accord? À la différence de l'autre côté de la feuille. C'est ce côté-là qu'il faut passer sous la flamme, doucement, sinon tout brûle. Un petit peu de technique.
et le message va totalement se révéler. Il va apparaître. Et voilà. Pas de piste. Signé Néné. C'est gentil. Il va travailler encore un peu. Qu'est-ce qui s'est produit pour faire apparaître le message? Une réaction chimique. La chaleur dégagée par la flamme modifie en fait la formule chimique de notre encre séchée, du jus de citron. Alors les endroits où le papier a absorbé le jus de citron, tout simplement se sont carbonisés plus rapidement. On va dire qu'ils ont cuit plus rapidement à une température donc moins élevée que la feuille. D'accord? Donc ils ont noirci plus vite et on peut lire le message. Et c'est pour cela que les lettres apparaissent. Bon, Néné, il va falloir bosser un peu. Vous voulez que je vous dise? J'ai bien l'impression que cette affaire est beaucoup plus compliquée que prévu. Quand je pense que j'ai résolu des affaires comme l'affaire du cheveu de Napoléon, tiens, ça c'était pas facile, hein, c'était pas gagné d'avance, et pourtant je l'ai eu. Napoléon est mort à Sainte-Hélène en 1821, ça c'est connu. Mais de quoi est-il mort? D'un cancer de l'estomac, lit-on dans les livres d'histoire. Ces faux prétendaient un passionné de l'empereur. Il m'avait donc contacté à l'époque où j'étais chercheur au synchrotron de Grenoble, car il croyait dur comme fer que Napoléon avait été empoisonné. Nous avions donc décidé de soumettre un cheveu impérial à une analyse par rayon X. Un cheveu qui avait été soigneusement conservé dans un musée. Incroyable! Le cheveu, lors de notre étude, émettait une lumière fluorescente qui prouvait qu'il contenait de l'arsenic, un violent poison. L'arsenic est présent naturellement dans notre organisme, mais là, le cheveu de Napoléon battait tous les records. Il recelait un taux d'arsenic 10 fois supérieur à la normale. Et voilà, la science a fait son travail. C'est maintenant aux historiens de décider si oui ou non Napoléon a été empoisonné. Pour moi, l'affaire est bouclée. Mais il y a toujours une autre affaire au bout du fil. Allô ? 49 54 54 78, détective Border. John, j'écoute. Oui. Ah, c'est un message d'un petit curieux. Oui. Jérémy, 9 ans, et... Bonne question. Ne bougez pas, Jérémy, je m'occupe de tout. Et bonjour à nos amis de l'Hérault. Question de Jérémy. Le dossier plastique. Le dossier plastique. Dossier plastique. Comment fabrique-t-on du plastique? Le plastique, vous en doutez, c'est pas un matériau qui existe dans la nature. Hein. Ou alors c'est que c'est pas bien. Soyons clairs. Si vous voyez une bouteille en plastique, elle n'est pas née là par terre. Hein. C'est quelqu'un l'a jetée, ça c'est pas bien. Le bois, le fer existent dans la nature. L'homme s'est servi de la chimie pour inventer le plastique. C'est lui qui l'a créé. Le premier plastique a été inventé en 1869 par John W. Hyatt. Ah oui. À partir d'un mélange de coton et de camphre. Ce plastique a été appelé celluloïd. Ce n'était pas vraiment le plastique qu'on connaît aujourd'hui. Alors par contre, aujourd'hui, l'industrie du plastique est devenue une des plus importantes industries du monde. Nous utilisons tous les jours des objets en matière plastique. Des sacs, des poubelles, des bouteilles, des meubles, tout un tas d'objets. Faites le tour chez vous, comme ça, dans une seule pièce, ou ne serait-ce que sur votre table de bureau, ou sur une table lorsque vous dînez, le nombre d'objets en plastique qui sont présents. Vous verrez, il y en a énormément. Et le plastique, à partir de quoi est-ce qu'il est fabriqué? À partir du pétrole, tout simplement. Voilà. Bon. Pour l'affaire plastique, ça devrait aller, hein, Jérémy, je pense que ça te va. Mais par contre, l'affaire de la fusée, j'ai honte de l'avouer, mais j'abandonne. Non, la fusée, c'est pas mon truc. Je sais, j'aurais peut-être besoin d'un petit recyclage, mais enfin, vous qui aimez les enquêtes, peut-être que ça va vous donner l'envie d'être détective. Voici une petite sélection, avec, pour les plus jeunes, pour les 4-10 ans, un CD-ROM pour PC et Mac, en français, s'il vous plaît, Raoul Poulet. Joyeux Noël, Raoul Poulet. Joyeux Noël, Raoul. Ouais. Une enquête. Carnet de nature, message secret, chez Milan. Et celui-ci, top secret, chez Albin Michel Jeunesse et chez moi. Je vais commencer le recyclage tout de suite, hein, avec celui-là. Message codé, illusion d'optique, jeu de nombres et de logique. Oh bah c'est chouette, en plus il est en relief. Hein. Ça, je vais m'en sortir avec le relief.
J'ai honte de vous l'avouer, mais c'est la première fois que je rate une affaire. Alors, voyons les messages. Allô? Oui, c'est Border à l'appareil. J'abandonne votre affaire. Aucun indice, aucune piste. C'est l'échec de ma carrière, je ne vous le cache pas. Je pars me recycler. Adieu. Bah alors? Et moi, qu'est-ce que je fais, ma fusée? Bah comment je vais faire si un détective comme lui abandonne l'enquête? Hein? Tu l'as retrouvé comment? J'attends personne. Oh bah Maxou, qu'est-ce que vous faites là? Avec ma fusée? Ah mais c'est gentil. Drôlement sympa, mais... Ah! Vous voyez comme on peut être tête en l'air parfois? On envoie sa fusée favorite se faire repeindre, et puis on oublie d'aller la chercher. Attention, attention, voici le concours Canal J Okapi. Vous avez bien regardé l'émission, alors écoutez bien la question. Quel poison a-t-on retrouvé dans les cheveux de Napoléon? De l'arsenic ou du curare? Vous connaissez la bonne réponse, j'en suis sûr. Alors écrivez-nous vite à Canal J, à Tom Crochu, 91 bis rue du Cherche-Midi, 75 286 Paris CEDEX 06. Les 5 gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses recevront 6 mois d'abonnement au magazine Okapi et le fameux jeu Cluedo offert par Parker pour résoudre vous-même des énigmes. La semaine prochaine, vous saurez tout sur les médicaments. À la prochaine fois.